début du XXe siècle au Gabon. Et donc ça, je me suis inspirée du livre de Nicolas Metegena que je vous conseille vivement de lire parce que ça vous édifie et ça vous réalisez que effectivement les Gabonais, on a su se battre. Le colon ne s'est pas installé comme ça. On ne lui a pas déroulé le tapis rouge. On s'est réellement battu et donc nous pouvons nous battre encore aujourd'hui et nous pouvons tirer les leçons des erreurs du passé. Et donc il y a eu ces grands mouvements de résistance. On nous parle du mouvement de la résistance qui a été menée par Eman Tollé. Il a mené une résistance armée dans la région de Njolé au début du XXe siècle. Il y a eu le combat de Bombay, donc un chef Mitsogo qui a combattu. Il y a eu la lutte de Mavouroulou, donc dans le sud du Gabon. Donc vous voyez que tous les peuples du Gabon ont combattu. Ils ne se sont pas installés facilement. Nous avons le mouvement des Bizima, donc ça c'était au niveau des populations Fan, qui se sont battus contre Bizima. Déjà ça veut dire les soldats. Donc ils se sont battus contre la puissance coloniale. Mais cette résistance contre la puissance coloniale avait des points forts. Le point fort, c'est qu'ils étaient courageux, voire téméraires, et qu'ils ont lutté avec acharnement. Ils n'avaient pas peur de mourir. Comme je disais tout à l'heure, des villages entiers étaient brûlés, mais le lendemain, ils recommençaient. Ils ont résisté jusqu'à ce qu'ils n'aient plus pu faire quoi que ce soit. Et la France ne s'est installée que parce qu'elle avait la supériorité militaire. Et qu'elle avait des armes, justement, comme disait China tout à l'heure, on ne va pas combattre une Kalachnikov avec une fronde. Leurs armes n'étaient pas suffisamment puissantes pour résister. Ils avaient la supériorité numérique, mais leurs armes n'étaient pas à la hauteur des armes que le colon avait amenées. Donc la faiblesse, les faiblesses de cette résistance, c'est qu'ils avaient une infériorité sur le plan de l'armement. Ça leur a coûté cher. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous allons aller faire une résistance armée. Ali Bongo, les armes qu'il a, ce sont les armes achetées avec l'argent du contribuable, l'argent du trésor public gabonais. Nous ne serons jamais aussi armés que sa garde républicaine ou que ses milices, quelles que soient les cotisations qu'on va faire. Je ne sais même pas déjà comment on a fait pour payer la salle, parce que nous les résistants, on n'a pas d'argent. Donc ce n'est pas nos 2 francs 3 sous qui vont acheter des armes pour faire la guerre à un État. On n'en a pas les moyens. Et la deuxième faiblesse, et là nous pouvons lutter par rapport à ça, c'est qu'ils avaient des carences sur le plan organisationnel. Il y avait un manque de direction politique ferme. C'est-à-dire que quand c'était à l'échelle d'un clan, ils arrivaient, mais quand il a fallu se mettre ensemble avec différents autres clans, différentes autres ethnies, il n'y avait pas de leadership politique. Personne ne voulait donner des ordres. On se rend compte que chaque bataillon, en fait, obéissait à sa propre ligne de conduite. Et après, au moment de faire la paix avec le colon, chaque groupe est allé négocier la paix à sa façon, pour sa part. Et nous voyons bien aujourd'hui notre résistance. On voit entre ceux qui sont après aller au dialogue, ceux qui ne veulent plus le dialogue, ceux qui étaient résistants hier, qui veulent dialoguer aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est pas très différent. Parce que quand quelqu'un vous dit, moi je vais aller au dialogue d'Ali parce que j'ai vu les Gabonais mourir. Vous lui dites, mais il y a un contresens. Mais c'est parce que j'ai vu les Gabonais mourir que je ne veux pas dialoguer. Il a franchi la ligne rouge. Il a fait tuer des Gabonais comme des animaux. Des jeunes gens, 25 ans, 18 ans, on leur a éclaté la tête avec des kalachnikovs parce qu'ils voulaient simplement que leur vote soit respecté. Et vous trouvez juste d'aller vous asseoir en face de quelqu'un comme ça? Quand même. Ces morts-là doivent nous empêcher de dormir. Nous devons pouvoir dire comme David dans la Bible, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, tant qu'Ali Bongo sera là. On doit mettre toute notre énergie, toute notre force à cause de ceux-là qui sont morts. Et vous avez des gens qui vous disent non, parce qu'il a tué, on comprend qu'il est le plus fort, donc on va dialoguer. Vous êtes exactement en train de jouer son jeu. Alors, la dernière faiblesse de ce mouvement, c'est qu'il y avait un manque d'union entre les différents mouvements de résistance. Ça veut dire tout ce que je vous ai cité, Eman Tollé du côté de Njolé, les Bizima qui étaient un peu plus vers le nord, les Mitsogo qui étaient vers la Rounier, et Bombay, tout ça, voilà, et Bongo et tout, tous ceux qui ont compris, en fait chacun, ils sont nombreux, j'ai pris juste les plus grands, les batailles qui ont duré le plus de temps et qui ont été vraiment les plus fortes et tout, mais ils sont nombreux. Ils n'étaient pas unis. Ils n'ont pas su se tendre la main
contre l'ennemi commun. Et c'est ce que nous faisons dans notre résistance. Parce qu'en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a un ennemi commun? Peut-être et peut-être pas. Peut-être qu'on a un ennemi commun, mais est-ce qu'on a le même intérêt derrière? Parce qu'avoir le même ennemi ne veut pas dire qu'on a le même intérêt. Et parfois, c'est la divergence des intérêts qui crée les problèmes. Vous avez vu les gens du PDG s'attaquer, ceux qui sont autour d'Ali. Vous pensez qu'ils n'ont pas de différence entre eux en ce moment? Vous êtes sûr que tous les PDGistes ont voté Ali Bongo? Moi, je sais que même dans les ambassades, les diplomates ont voté Jean-Ping. Est-ce que vous les voyez se faire la guerre? Vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de chercher que qui dans le PDG n'a pas voté Ali? Les poissons d'une même espèce ne se mangent pas entre eux. Voilà. Eux, ils savent qu'ils ont un intérêt commun. Ça veut dire que si Ali bouge, ils sont tous perdants. Et ça fait qu'ils savent taire les différences en leur sein. Ce qui n'est pas le cas de la résistance. C'est au milieu de la résistance que vous voyez les résistants attaquer les résistants. C'est au milieu de la résistance que vous voyez les gens en train de chercher c'est qui l'infiltré. C'est qui l'infiltré. Et on veut voir les infiltrés partout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même intérêt. Il y en a qui veulent qu'Ali tombe parce qu'ils y croient de tout leur cœur. Il y en a qui voient en ça une opportunité pour se faire un peu de place au soleil. Il y en a qui voient ça une opportunité pour enfin avoir le poste qu'ils n'ont jamais eu, qui en fait veulent remplacer une oligarchie par une autre oligarchie. Ils n'ont pas encore compris que les ministres d'aujourd'hui sont de mauvais ministres et que les ministres de demain doivent comprendre que le train de vie de l'État doit être réduit. Et que celui qui sera ministre demain ne peut plus rêver de rouler dans un 4x4 de 100 millions. C'est qu'il n'a rien compris. Le ministre de demain doit comprendre que lui, il devra rouler dans une voiture normale et même dans sa propre voiture. Merci. Parce qu'au lieu d'acheter le 4x4 de 100 millions, il faudrait lui acheter le scanner pour l'hôpital. Ou acheter des couveuses pour les bébés. Et construire des salles de classe dont notre pays a tant besoin. Merci. Ce sont des choses donc, que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui. Et donc, les causes de l'ordre des unions, j'en ai fini, il me reste 2 diapositives. Donc, ce qui s'est passé au niveau du Gabon, au début du XXe siècle, c'est la société qui se formait au Gabon, en fait, était constituée de petites unités politiques indépendantes qui ne dépassaient pas souvent le clan ou quelques clans. Et donc le colon en a profité parce qu'ils étaient en fait dispersés sur le territoire et chaque clan, chacun combattait un peu ses combats. Et vous comprendrez que si la culture unie, elle est aussi ce qui établit des barrières entre les peuples. Et le dépassement de ces barrières ne peut se produire qu'à la suite de prise de conscience d'un intérêt transcendant commun aux différents groupes. Si on ne trouve pas un intérêt commun, parce que là on a un adversaire commun, mais est-ce qu'on a le même intérêt, comme je disais tout à l'heure? Il y en a qui ont pour intérêt de vouloir construire une démocratie pérenne. Est-ce qu'on a tous le même intérêt? Ou il y en a qui veulent faire du haut toit que je m'y mette. Ça a toujours été leur tour, il faut aussi maintenant que ce soit un peu notre tour. Quel est notre intérêt transcendant commun? Et on comprend mieux, quand j'ai fait ces recherches, j'ai mieux compris pourquoi la devise de notre pays a été union, travail, justice. Parce qu'on a compris qu'à l'échelle du pays, c'est en étant unis pour une même cause, en défendant tous un même, en poursuivant tous un même intérêt, c'est-à-dire un même but, que nous allons pouvoir construire notre pays. Et la résistance pacifique aujourd'hui, quel est notre intérêt transcendant commun? Quel est notre intérêt transcendant commun? Quel est le degré d'aspiration au changement que nous avons? Et à quel changement? Juste un changement de président? Ou un changement plus en profondeur? Dans les valeurs. Aujourd'hui au Gabon, quelqu'un peut commettre l'adultère, on dit que c'est normal. Quelqu'un qui a des responsabilités. Mais puisque voler a toujours été normal, ils ont toujours eu des maîtresses dans tous les quartiers. Quelle éthique? Quelle valeur? Notre République repose sur quoi aujourd'hui? Et quel est notre niveau de détermination? Jusqu'où allons-nous tenir
Si Ali Bongo est encore là dans un mois, dans un an, c'est pas ce que je souhaite. Mais jusqu'où nous tiendrons? Parce qu'il a suffi que la forfaiture dure 3 mois. Que ceux qui étaient des puissants opposants hier traversent déjà aujourd'hui 3 mois. Ils ont déjà traversé. Girouette. 3 mois. Ils sont déjà partis. Nous allons tenir jusqu'à quand? Et c'est pour ça qu'une révolution se prépare. C'est pour ça qu'il faut éduquer les populations. C'est pour ça qu'il faut parler. Vous qui êtes en contact, chacun de nous est en contact avec des membres de sa famille. C'est à nous de leur passer le message. De leur dire que quand on dit journée ville morte, ne va pas travailler. Parce que la journée de salaire qu'on va te couper n'est rien par rapport à la misère que ce système t'a déjà fait vivre depuis 50 ans. Et n'est rien par rapport à ce qu'ils vont encore faire s'ils restent là. Ce sont les messages que nous devons faire passer. On doit produire dans les gens, dans nos compatriotes, dans nos frères et sœurs, une détermination à voir ce régime tomber. Et que chacun comprenne qu'il est un acteur puissant de la révolution que nous voulons voir s'accomplir. Et je vais finir avec cette citation de Martin Luther King, qui a dit « Depuis que je suis en Inde, je suis plus convaincu que jamais que la méthode de résistance non violente est l'arme la plus puissante disponible pour les peuples opprimés dans la lutte pour la justice et la dignité humaine. » Merci de votre attention.